Non, je voudrais déjà remercier Anne Dupuis, qu'on n'a pas eu encore l'occasion de présenter, qui est membre du groupe Précarité Alimentation et qui nous a fait le plaisir de se joindre à nous, alors qui est chercheuse, mais là l'idée c'est de pouvoir l'associer en tant que porteur de projet. Puisqu'il s'avère qu'elle a mené de nombreux projets autour de ces questions-là d'alimentation et de précarité, et elle fera part également de son témoignage, comme les autres porteurs. Voilà. Ce qu'on vous propose sur cette table ronde, c'est de reprendre 3 sujets qui nous paraissaient clés par rapport à ce que vous avez pu entreprendre et par rapport aux enjeux sur la question de l'alimentation sur ces populations. Le premier sujet, c'est effectivement qui sont les personnes que vous touchez, comment vous faites pour nouer des liens autour de l'alimentation. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'il n'y a pas une seule approche et on va revenir dessus. Et effectivement, quelles sont les actions que vous avez mises en place spécifiques qui ont fait que les gens sont venus vers vous pour parler de ce sujet. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a noué contact avec ces familles, le deuxième sujet qu'on vous propose d'aborder, c'est le contenu de ces actions, c'est-à-dire comment, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les interactions avec ces familles sur le sujet de l'alimentation. Est-ce que c'était des diffusions de messages qui étaient préparées? Est-ce que vous êtes parti de la réalité des gens? Et effectivement, là, le sujet, c'est de voir un petit peu comment on s'articule avec le cadre de référence qui est le Programme national nutrition santé. Et voilà. Et le troisième sujet, c'est qu'une fois que l'action est passée, qu'on a pu interagir avec ces familles sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez d'intéressant à partager sur la fameuse question de l'évaluation qui est devenue un sujet stratégique aujourd'hui quand on travaille sur ces questions-là, mais on va voir aussi que ce n'est pas toujours simple, mais au-delà de la question de l'évaluation, c'est quelle perception vous avez de l'utilité des actions. Et cette perception-là, c'est la vôtre, mais est-ce que vous avez aussi eu des retours sur la perception des familles, qui est effectivement un sujet, le sujet central de l'énergie que vous mettez autour de ces projets. Voilà, donc on a 1 heure pour aborder ces sujets et l'idée c'est du coup de pouvoir vous donner la parole et n'hésitez pas du coup aussi à réagir en fonction des propos de chacun. Donc le premier sujet c'est le lien avec les familles, de effectivement revenir un peu sur, je pense ça c'est un point très important parce qu'on a souvent tendance à dire les publics en situation de précarité, de penser qu'effectivement on est dans des situations homogènes. On va rapidement voir que ce n'est pas le cas. Donc, ça sera important de bien repréciser effectivement le profil des publics que vous avez été amené à toucher et qu'est-ce qui s'est passé lors de ces premiers contacts. Donc là, on souhaitait pouvoir donner la parole à deux projets. On va commencer par le relais Popote. Il faut bien commencer. Hein. C'est parti. Il faut prendre le micro. Normalement, il marche. Oui, ça marche. Et voilà. Sur le profil des familles, j'en ai parlé un petit peu dans la présentation. Hein. Je pensais après la présentation, peut-être que j'ai beaucoup parlé de la présence des enfants, de l'intérêt effectivement d'offrir des repas plus équilibrés, plus adaptés pour les enfants. Mais bon, au-delà de ça, il y avait bien la question des relations au sein de la famille. Hein. Parce que c'est vrai que les familles qui ont été les premières ciblées, qui habitent notamment, enfin qui logent en hôtel, les accompagnants de ces situations-là constataient aussi des tensions au sein de la famille, du fait de la vie en hôtel, du confinement, de l'absence de temps de famille un petit peu serein. Et c'est vrai que ça a été un aspect important du projet et qui nous a fait cibler en premier les familles en hôtel. Voilà, sur le public, effectivement, il y a cet aspect-là. Et bon, après, on en reparlera sur les questions autour de l'évaluation, mais de voir effectivement que les familles qui sont dans les structures, qui peuvent prendre le temps, les enfants peuvent jouer pendant ce temps, pendant la préparation des repas, peuvent prendre des repas avec les parents. Enfin voilà, ça recrée effectivement des temps au sein de la famille qui sont importants dans l'équilibre de la famille.
Et après, au-delà, les liens plus larges qu'il peut y avoir au sein des structures avec les autres intervenants des structures, mais aussi avec les autres personnes qui fréquentent les structures. Après, l'enjeu, c'est d'aller au-delà, parce que c'est vrai qu'il y avait une urgence, un peu un point de focalisation sur ces situations-là, mais vraiment, notre projet s'adresse à tous, quoi, hein, y compris à des personnes qui pourraient éventuellement loger avec des possibilités de cuisine, mais qui n'auraient pas tellement envie de cuisiner chez eux, soit parce qu'ils sont tout seuls, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils sont malades, enfin voilà. Et on vise aussi des personnes qui peuvent avoir envie de venir cuisiner dans un lieu qui soit plus ouvert que leur domicile ou le lieu où ils habitent. Ah ouais. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a rien que sur la même action, on a des gens qui ont des relations un peu différentes avec l'alimentation. Et ce qui nous avait, enfin moi, à titre personnel, ce qui effectivement, je trouve extrêmement intéressant, c'est bien sûr pouvoir parler à des gens qui ont envie de discuter d'alimentation, mais vous avez un vrai challenge aussi avec des profils de public primo-arrivants où leurs préoccupations premières sont plutôt d'ordre comment j'arrive à régulariser ma situation et à me stabiliser. Et à ce moment-là, dans des contextes assez compliqués, comment vous avez réussi à instaurer la discussion et un travail autour de l'alimentation. Mais ça, du coup, on va y revenir peut-être aussi après. Mais merci pour ce premier point. Ce qui était aussi intéressant, c'était de pouvoir illustrer ce sujet avec le retour d'expérience de VIF. Dans la présentation, on a vu qu'il y avait un vrai enjeu sur le profil des familles pour qu'effectivement l'action puisse bien fonctionner. Est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors nous, on n'avait pas un peu anticipé le profil, enfin, on avait anticipé on savait quel profil de participants on mettait en place les formations. Par contre, on n'avait pas imaginé que en fait, les acteurs locaux, les travailleurs sociaux qui travaillent du coup dans les centres sociaux ou différentes structures caritatives, et tout type en fait de profils et ne connaissent pas voilà, toutes les bases voilà, en nutrition. Et donc du coup, pour nous, c'était important en fait, on a changé le profil des formations en créant une vraie première journée de formation pour les former, pour leur redonner les bases, pour ensuite pouvoir mettre en place le concept aux petits courses. Et c'est vrai que c'était pas quelque chose qu'on avait anticipé. Mais par contre, pour nous, c'est vraiment important de travailler avec les travailleurs sociaux parce qu'ils ont un vrai lien de confiance en fait avec les familles. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile ensuite de mettre en place les ateliers. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, donc là, effectivement, on voit très bien la nécessité de vraiment prendre en compte ces spécificités. Ce qui est aussi intéressant et une des questions qui est ressortie de vos projets, et d'ailleurs là c'était extrêmement différent parce que là on voit que vous êtes saisis de la spécificité tous et que personne n'a travaillé de manière en disant il y a un seul type de besoin. Par contre, il y a eu des démarches différentes sur vos projets autour de l'articulation avec des démarches déjà existantes. C'est-à-dire le sujet qui est de dire je traite de l'alimentation, est-ce que je me lance et je viens au contact des familles de manière spécifique ou est-ce que je m'articule avec des acteurs de terrain? Et là, c'était intéressant de revenir sur à la fois les expériences de VIF, donc éventuellement, quand tu as le micro, je propose que tu puisses prendre le relais, et l'expérience de la mutualité française. Voilà. Alors, comme j'expliquais, du coup, c'est pour nous important de former les travailleurs sociaux parce qu'ils mettent déjà en place des ateliers avec les familles, donc connaissent les familles et donc ont vraiment ce lien de confiance. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire passer des messages sur l'alimentation, qui est quand même une thématique assez compliquée et assez complexe. Du coup, ce qui est intéressant avec les ateliers aux petits cours, c'est qu'ils s'insèrent dans les ateliers qui sont déjà mis en place sur différentes thématiques. Et donc du coup, il s'insère parfaitement en fait dans le déroulé des ateliers. Et par exemple, dans une des villes de Valenciennes, les travailleurs sociaux mettaient déjà en place des ateliers dans les supermarchés avec les familles où les gens devaient sélectionner des produits pour faire un menu. Et ben nous, via Aux Petits Courses, on leur a donné des outils comme des porte-clés Prisseuil que j'ai présenté tout à l'heure ou des petits dépliants pour là les aider à faire des stratégies d'achat en supermarché. Du coup, ça complétait vraiment les ateliers qui étaient déjà mis en place. Et c'était, voilà, on partait pas de zéro, on les aide vraiment, mais avec une base et du coup un vrai lien de confiance qui est déjà mis en place entre acteurs locaux et les familles. Ok, merci beaucoup.
Mutualité française. Oui, alors la Mutualité française est un acteur régional. Donc c'est vrai que toucher les personnes, les familles en précarité, qu'on cible au travers de ce projet était un petit peu complexe puisqu'on n'est pas implanté dans un quartier sur un territoire. Donc notre stratégie, c'est évidemment de s'appuyer sur les acteurs de proximité, soit parce que ils ont une structure basée sur un territoire où où il y a une prévalence d'un public plus en précarité. Je pense aux maisons de quartier, aux centres sociaux, soit en appui de structures associatives qui travaillent auprès d'un public présentant des fragilités. Je pense par exemple à l'association Adapey, avec laquelle on a travaillé à La Roche-sur-Yon, auprès d'un public porteur de handicap, que ce soit auprès de populations seniors aussi, qui sont des publics fragiles, donc en lien avec des CCAS, des CLIC, ou auprès des enfants. Et aussi en lien avec des collectivités territoriales, des villes qui aussi développent des projets de promotion de la santé sur des territoires, sur des quartiers, et auxquels on va venir renforcer et appuyer leur stratégie avec ce projet Le plaisir de manger sans se ruiner. Sans ces acteurs de proximité, on ne pourrait pas ou peut mobiliser un public qui viendrait sur un débat théâtral qui est certes un outil ludique, on va dire grand public, mais qui ne déplace pas des foules, et en tout cas pas les foules des personnes et du public qu'on vise au travers de ce projet-là. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui était intéressant aussi dans le retour d'expérience, c'est que sur les tentatives de je mets en place l'action et je fais venir les gens spécifiquement sur cette action-là, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors qu'effectivement, ce que vous aviez constaté, c'est dans ce que vous venez de décrire, que je m'appuie sur les acteurs et sur le fait qu'ils sont déjà au contact de ces familles-là. Là, vous avez vu une affluence beaucoup plus importante et une dynamique beaucoup plus intéressante sur les projets. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et travaille en 2 temps, quoi. Exactement. On a à la fois le projet visait vraiment à s'appuyer sur les dynamiques d'acteurs locaux, de s'appuyer sur des réseaux déjà existants ou bien de renforcer ces dynamiques des réseaux. Et auquel cas on voyait une mobilisation des publics assez importante sur le temps fort qui était un temps un peu initiatique, le débat théâtral, et ensuite sur la participation aux ateliers qui suivaient. Mais lorsqu'on a essayé pour participer, on va dire, à des campagnes nationales sur des temps, sur des semaines de l'alimentation, des choses comme ça, de proposer un débat théâtral sur un territoire sans qu'il soit en lien avec des acteurs locaux, mais sans qu'il y ait eu un travail d'interconnaissance, de mobilisation des publics plus important que ce qu'on pouvait faire sur un format plus classique, on n'a pas rencontré effectivement la mobilisation qu'on avait espérée. Très bien, merci beaucoup. Anne, par rapport à ce premier sujet, vous, en tant que chercheuse, est-ce que vous êtes confrontée à des choses un peu différentes, ou au contraire, est-ce que les différentes interventions vous parlent et il y a des points communs ? Il me semble qu'il y a des points communs, et c'était le but de l'exercice. En précisant toutefois en fait, que je n'ai pas une grande expérience de recherche en fait, sur ces questions-là, mais par contre j'appartiens au groupe Précarité depuis quelques années, et j'encadre aussi beaucoup d'étudiants que j'accompagne en fait, sur des terrains qui sont liés à des populations vulnérables. Donc effectivement, les questions qui étaient posées autour de la façon d'impliquer les publics et de s'appuyer sur les relais existants se pose aussi quand on fait de la recherche, dans la mesure où on a des stratégies dans la rencontre en fait, des publics, notamment pour réduire souvent une forme de distance sociale, créer de la proximité qui n'est pas toujours évidente, et parfois on s'appuie sur les relais existants, typiquement, qui vont avoir aussi des incidences finalement sur la façon dont on va rencontrer ces publics et produire ensuite des analyses. Donc pour ma petite expérience, l'appui qui a été tout à fait décisif auprès de CCAS, en fait, d'épiceries sociales et solidaires, de banques alimentaires, à la fois en fait était bénéfique pour aller à la rencontre de certains publics, mais pose des questions aussi aux chercheurs qui doivent réfléchir finalement à ce qu'ils concèdent en passant par ces dispositifs en termes de rencontre de certains publics qui sont aiguillés en fait par toute une série de dispositifs, et qu'est-ce qu'ils acceptent aussi dans les catégories finalement qui sont déjà préconstruites, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens qui ont été orientés par des dispositifs en fait
institutionnel et administratif. Et le chercheur, en fait, doit à la fois prendre en considération ces aspects-là et aussi essayer de les déconstruire. Donc on a des jeux comme ça qui rentrent, si vous voulez, sur l'analyse. Indépendamment de ça, il y a aussi sur ces questions en fait, de distance sociale en fait, ou de proximité avec les publics, les risques finalement de rencontrer des familles qui ont été présélectionnées par les bénévoles ou les salariés. Donc c'est à la fois un avantage quand on a peu de temps sur le terrain, et en même temps c'est des choses qu'il faut déconstruire parce qu'il peut y avoir un rapport un peu obligataire. On accepte de rencontrer le chercheur parce qu'on souhaite être maintenu dans le dispositif. Et ça, le chercheur doit prendre en considération ces aspects-là et essayer de les déconstruire du mieux possible en fait, pour casser un peu cette dimension d'obligation de répondre en fait, à un enquêteur. On a des présélections aussi de familles qui seraient peut-être plus enclines à répondre, etc. Donc tous ces aspects-là ont des effets dont on doit prendre la mesure ensuite sur le terrain. Voilà. Moi, je pourrais rebondir encore sur d'autres choses, mais... Non, on a un peu de temps, donc si jamais... Il y a des choses aussi sur le choix du terrain également en fait, qui me semblait important parce que ça a des implications en fait, diverses. C'est-à-dire que faire du terrain dans certains endroits, dans certains territoires, c'est quelque part risquer aussi d'entériner des logiques en fait, politiques et institutionnelles. Et là aussi, en fait, le chercheur en fait, doit réfléchir à ces choses-là. Choisir un terrain pour lequel on sait que les gens, par exemple, ont déjà recours à des prestations, c'est là aussi en fait, rencontrer certains publics, mais ça a été souligné à plusieurs moments. En fait, hein. On a des publics qui sont extrêmement en fait, hétérogènes. Il y a des critères, si vous voulez, qui vont faire qu'on va obtenir certains résultats parce qu'on va rencontrer certaines personnes dans certaines situations, etc. Et qu'on se limite aussi ou qu'on se ferme d'autres portes d'accès. Voilà, donc c'est cette réflexivité que le chercheur doit engager sur la manière dont il produit, dont il collecte de l'information, dont il produit de la donnée. Il faut qu'il puisse la circonscrire et qu'il réfléchisse à la façon dont on joue sur une distance sociale, une manière de construire de la proximité aussi qui prend du temps et qui n'est pas toujours facile en fait sur le terrain. Réellement. Moi, je le vois pour les étudiants que j'accompagne parfois et qui ont des stages de 6 mois. En 6 mois, c'est compliqué en fait de faire du terrain. Ça passe très très vite. Hein. Ouais, on va revenir à un moment donné aussi sur cette notion de temps un peu plus tard. Il y avait une réaction... Vous vouliez partager ? Oui, qui me semble en lien avec ce que dit Anne Dupuy. Du point de vue de l'action, c'est important aussi d'avoir cette notion de ne pas enfermer effectivement les actions et les publics et de les relier à une démarche plus globale. Hein. C'est vrai que la ville de Bordeaux, l'action que je présente, c'est une action très spécifique et qui concerne, comme je l'ai dit, certains publics en priorité. Mais après, la ville de Bordeaux est engagée dans une démarche plus globale. Hein. On a candidaté aussi, on est territoire pilote comme pour un projet alimentaire territorial. On a inscrit aussi l'action dans le cadre, c'était dans le résumé, hein, dans le cadre de la réduction du plan national de réduction des nuitées hôtelières. Et c'est important, je pense effectivement, que ces actions visent certaines personnes, mais qu'elles s'inscrivent dans quelque chose de plus global et de plus général. Alors, du point de vue de l'action, parce que ça l'enrichit et puis ça lui donne du sens. Mais pour les personnes elles-mêmes, parce que ça permet aussi de ne pas enfermer les personnes elles-mêmes en se disant tel type de personnes, il faudrait qu'elles aillent faire manger ou qu'elles mangent là. En fait, ça les promeut, elles aussi, au travers de ces différentes échelles d'objectifs. Hein. Ouais. Et ça rejoint tout à fait vos préoccupations au niveau de la recherche. Tout à fait. Sachant, on va nous s'asseoir à la fois sur les critères en fait, a priori institutionnels en fait, qui vont orienter certaines personnes dans des dispositifs. Donc ça permet effectivement parfois d'entrer plus facilement ou plus vite sur le terrain. Mais le chercheur en fait, ne doit pas non plus complètement être dégagé de la construction de ses propres catégories a posteriori, c'est-à-dire donc de pouvoir envisager dans ses protocoles de collecte, si vous voulez, suffisamment d'éléments d'éclairage permettant justement de se baser à la fois sur des indicateurs monétaires, des indicateurs de conditions de vie, mais aussi des expériences vécues, etc. Ce que permet en fait nos méthodologies en sciences sociales en tous les cas.
Eh ben, merci beaucoup. On voit très bien que voilà, il y a un premier challenge quand on travaille sur ces sujets autour de ces publics. On le voit très bien sur la prise en compte et la nécessité de prendre en compte les spécificités des besoins des familles, là où elles partent et pas uniquement là où on aimerait les amener. Et puis, c'est non seulement effectivement la prise en compte des personnes qu'on essaye de toucher, et c'est également la prise en compte de leur environnement et des acteurs qui interagissent déjà avec elles, et effectivement de ne pas traiter le sujet de l'alimentation de manière trop isolée, trop spécifique, parce que ça peut être à la fois déceptif par rapport à l'énergie qu'on y met et peut-être parfois même contre-productif. Une fois qu'on a noué ce lien, on va attaquer un petit peu le cœur du sujet, qui est comment on parvient à parler d'alimentation. Voilà, tout le monde a bien en tête, il y a un cadre de référence qui est le PNNS, avec des bonnes pratiques, des pratiques à éviter. Il y a la réalité des familles que vous avez décrite, et puis quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Le premier sujet, c'est effectivement, on réinsiste un peu, c'est un peu le fil conducteur de dire sur des démarches qui sont parties justement du besoin des familles et qui sont pas tout de suite tournées vers le PNNS et ce cadre-là. C'est quoi votre retour d'expérience ? Et là, c'est intéressant de revenir un peu sur le projet de la radio, de l'association RAGE et de ce que vous avez mené avec les jeunes. Oui, donc en fait, nous, comme on travaille directement avec des jeunes, et comme je l'expliquais tout à l'heure pendant la présentation, on peut pas. En fait, c'est compliqué d'arriver, de leur dire on va parler de nourriture, parce que déjà ils sont bénévoles ils viennent de façon, ils sont pas obligés de venir à nos ateliers, sauf quand c'est en classe et au collège, etc. Et quand bien même ils seraient obligés de venir, si on parle d'un sujet dont ils n'ont pas envie de parler, c'est très compliqué, de faire passer des messages sans tomber dans un entre guillemets un paternalisme ou quelque chose où on leur impose un message et ça passe pas très bien. L'idée, c'est que nous on essaye de les faire parler entre eux et débattre entre eux des choses, parce qu'on pense que l'éducation par les pairs, c'est une des formes d'éducation les plus efficaces, en fait, non infantilisantes, et j'insiste bien là-dessus. Et donc du coup, c'était un peu rompre avec cette approche traditionnelle, sans les laisser tout à fait seuls dans cette démarche, parce que voilà, comme ça s'est passé au Collège des Lilas par exemple, là ils ont commencé à nous parler de fast-food, de frites. Bon, je pense que ça rentre pas trop dans les recommandations, dont du bien manger. Et donc du coup là, il s'agissait d'orienter un petit peu, de leur dire on va construire un sujet sur l'alimentation, sur les plats que vous aimez ou que vous aimez pas, etc. Et on les invitait à aller chercher sur des sites internet officiels pour aller chercher des informations sur qu'est-ce que c'est que bien manger, qu'est-ce qu'une bonne alimentation, etc. Donc on restait quand même à aiguiller habilement, doucement, les jeunes vers une réflexion, vers une bonne réflexion sur le bien manger, en fait. Mais on n'allait surtout pas leur imposer des messages, leur dire il faut 5 fruits et légumes par jour, ça marche comme ça, etc. Parce que c'est pas forcément comme ça qu'on pense que c'est la meilleure chose à faire, même si on en profitait lors des ateliers pour leur en parler, pour leur dire, mais c'est pas ça le cœur du sujet, le cœur de l'atelier. Et justement, là, ce qui était intéressant, c'est quand vous avez amené cette conversation autour de l'alimentation en demandant aux jeunes de parler, eux, de leur vécu, qu'est-ce qui est ressorti ? Alors là, c'était ce qui était le plus intéressant, je pense que c'était à Belleville. Donc là, c'est un quartier dit politique de la ville, donc des familles, des jeunes qui sont principalement issus d'une immigration directe ou indirecte, pour beaucoup qui ne parlent pas beaucoup français. Et là, ça a été génial parce qu'on ne s'attendait pas trop à ça non plus. Nous, on était partis dans l'idée de faire des messages de prévention. Et là, c'est eux qui ont commencé à nous parler de maman qui prépare à manger à la maison. Et qu'est-ce qu'elle prépare ? Et là, elle prépare le poulet braisé, on a entendu la recette tout à l'heure, elle prépare ci, elle prépare ça, et où est-ce qu'on va chercher ça ? Et là, il nous parle du marché de Belleville. Comment le marché de Belleville, c'est en fait muté en fonction aussi des communautés qui vivent à Belleville, qui arrivent et qui partent de Belleville, parce que ça bouge très vite. Il y a la communauté chinoise, mais il y a aussi la communauté malienne, il y a la communauté sénégalaise, et toutes ces cultures-là ont différentes habitudes alimentaires. Et donc, du coup, ils nous ont parlé de dans quel endroit du marché on pouvait trouver tel plat et tels ingrédients pour faire telle recette, etc. Et là, on a eu une discussion entre les jeunes et les cultures. Et là, c'était vraiment en fait une discussion culturelle. C'est vraiment devenu
voilà, ouais, une discussion qui n'était pas du tout sur des messages de prévention. Enfin, c'est parti très très loin la discussion, mais après, oui, ils nous ont fait découvrir leurs aliments, ce qu'ils mangent à la maison, etc. Et là, effectivement, on avait vraiment des jeunes qui nous parlaient de ce que maman prépare à la maison. Parce que bien souvent, voilà, c'est le constat hein, sur le terrain, c'est que les mamans restent à la maison et font à manger. Et voilà, ils travaillent un peu moins que c'est les hommes qui vont travailler en général. Beaucoup de chômage dans ces quartiers-là. Donc maman est à la maison et prépare à manger. Alors que quand on était dans le collège au Lilas, là, c'est les 2 parents qui sont actifs en général. Et là, ils nous parlaient plutôt de nourriture transformée, etc. Et juste pour faire une aparté aussi, dans d'autres ateliers après, plus tard et hors de cet appel à projet-là, on fait beaucoup d'ateliers sur les théories du complot et les fake news. On reçoit beaucoup de financement sur ces questions-là. Et là, on a des théories du complot et des fake news qui arrivent beaucoup sur l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Et donc, du coup, ils se montent. Alors, vrai ou faux, bon, c'est un sujet compliqué, hein. Il faut prendre des pincettes, mais voilà, sur le fait que l'industrie pharmaceutique, via l'industrie agroalimentaire, nous empoisonne pour vendre des médicaments. Donc ça arrive beaucoup. C'est une des remontées du terrain qu'on fait beaucoup, et je pense que c'est une matière intéressante pour les personnes ici dans la salle. Oui, puis là, nous, ce qui nous avait intéressé aussi, ce qui était interpellant, c'est qu'on prend des publics voilà, dans des situations pas simples. On se dit, bon, bah, voilà, on va être confronté à une problématique, entre guillemets, de malbouffe, d'éloignement justement par rapport à ce cadre de référence. Et puis au final, on s'aperçoit qu'elles parlent d'alimentation familiale fait maison et qu'elles ne vont pas chercher ça uniquement dans les supermarchés, mais dans les marchés de proximité, on retrouve des produits bruts. Et enfin, voilà, je trouvais intéressant peut-être voilà, ce qu'on pourrait appeler ce décalage par rapport aux idées préconçues qu'on peut avoir. Au niveau de VIF, vous, comment vous avez été confronté du coup à ce sujet et quelle a été votre approche ? Alors nous, ce qu'on s'est rendu compte en formant les travailleurs sociaux, c'est que parfois ils ont des difficultés à mobiliser pendant qu'ils font des ateliers, à mobiliser les familles, parce que la santé, c'est pas la priorité des bénéficiaires. Par contre, en tout cas, c'est pas leur priorité, et notamment sur le long terme. Par contre, le budget, là, c'est une vraie contrainte. Donc, c'est quelque chose qui leur parle plus. Donc, ce qui est intéressant dans Au Petit Cours, c'est que voilà, on va travailler sur le budget et pour ensuite pouvoir même diminuer le budget et tout en mangeant plus équilibré. Et donc, ça, c'est une bonne porte d'entrée et pour les travailleurs sociaux pour attirer du monde lors des ateliers et notamment maintenir les gens, parce qu'en fait, nous, il y a plusieurs séances d'ateliers qui sont mises en place au fil des semaines. Et l'idée, c'est de ne pas perdre des gens tout au long au fil des semaines. Et également, dans l'une des séances, l'objectif, c'est de faire du lien entre les participants. C'est-à-dire que les bénéficiaires discutent de leurs bons plans et de leur petite stratégie d'achat qu'ils ont l'habitude de faire, où il y a certains bons plans, comme parfois distribution de cagettes voilà, avec des prix moins chers dans certains endroits. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche bien, qui fait du lien aussi entre participants et qui permet ensuite, après, d'aborder l'alimentation de manière beaucoup plus légère et moins cadrée. Et autrement, dans Au Petit Cours, on aborde différents classements. On n'aborde pas que le PNNS, on l'aborde un petit peu, mais on aborde également le classement de l'ANSES, mais également le Saint-Lim, avec les aliments sains et les aliments à limiter. Et c'est ça qui est vraiment original dans Au Petit Cours, c'est que ça aborde différents classements. Rien n'est figé, tout peut... L'idée, c'est vraiment de discuter avec les bénéficiaires pour essayer de faire changer progressivement les comportements en douceur, mais via la discussion et via des petits outils ludiques. Très bien, merci beaucoup. Un sujet aussi qui nous avait marqué, alors ça c'était à la fois dans les échanges qu'on a pu avoir tout au long du parcours qu'on a eu entre vous et le groupe Précarité Alimentation, il y avait une dimension assez innovante qui nous a plu dans un certain nombre de projets qui était la manière dont on allait traiter l'alimentation, c'est-à-dire pas uniquement en séance collective, c'est-à-dire quel support va être utilisé pour parler du sujet. Et là, on a vu qu'effectivement, ça avait des effets alors positifs, mais des fois un peu compliqués. Et là, c'était de pouvoir donner la parole, de revenir sur ce sujet-là, sur l'association Rage, hein, parce que là, il y avait une vraie démarche que vous avez commencé à présenter un peu, mais revenir un peu sur le très concret,
c'est-à-dire comment vous êtes amené à informer les jeunes de ce que vous avez envie de faire avec eux. Et puis il y avait aussi le travail de la mutualité qui prendra le relais sur la démarche théâtrale, qui est extrêmement intéressante. Nous, du coup, on trompe un peu les jeunes. Du coup, quand on veut parler, parce que parfois on a d'autres appels à projets avec des sujets encore moins attrayants que le bien manger. Hein. Parfois, ça va être valeurs de la République. Alors, aller à Aubervilliers, dans un quartier politique de la ville, parler de valeurs de la République, alors, ou de théorie du complot, hein, parce qu'on a aussi des préfectures qui nous commandent des ateliers pour faire de la lutte contre la radicalisation. Alors, je déteste ce mot, hein, assimiler à une maladie. Je pense pas que ce soit une maladie. Et du coup, là, il faut qu'on soit vraiment habile dans la façon d'amener les choses. Donc, par exemple, quand on va nous demander de parler de radicalisation, on va dire Fake News Factory. Donc, on va rendre ça un peu cool, un peu jeune, etc. Et on va leur dire, on va fabriquer une fake news et on va rigoler, on va jouer. Et c'est un peu ce qu'on a fait du coup en parlant d'alimentation. Au début, on s'est dit si on nomme l'atelier bien manger, ça va pas marcher. Donc on l'a nommé atelier de journalisme, créer des podcasts. Et ça, les jeunes y viennent parce qu'il y a ce côté créatif, ce côté on va se mettre dans la peau d'un journaliste, on va faire des enquêtes, des reportages. Et après, c'est à nous de très habilement. Donc comment fonctionne une rédaction, comment on vérifie ses sources, comment on angle, de quoi vous avez envie de parler. Donc là, ils vont nous sortir plein de sujets et certains vont nous dire on a envie de parler de Belleville. Ah Belleville, c'est quoi un des plus gros événements qui se passe à Belleville? C'est le marché de Belleville, 2 fois par semaine. Et hop, on rentre comme ça. Oula, je vais voler mes feuilles. Et comme ça, on entre dans le sujet et nos formateurs aussi, ils ont l'habitude en fait d'avoir des sujets un peu complexes à traiter et de trouver la meilleure porte d'entrée avec des jeunes. Quand on parle avec des jeunes en centre éducatif fermé de radicalisation, il faut vraiment être très habile dans sa façon d'aborder le sujet, quoi. Et cette méthodologie-là, au final, le jeune ne se rend même pas compte qu'au final, il ne se sent jamais piégé. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on se dise, on fait un petit travail de journaliste, puis après, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'alimentation? Il n'y a pas de rejet en disant, oula. On n'a jamais eu de rejet là-dessus. Je pense que nos ateliers, là, ça fait quand même 6 ans qu'on fait ça. On a entre 50 et 100 ateliers par an. Et c'est des créneaux de 16 heures. Donc on est vraiment formé à amener les choses. Et on n'impose jamais les sujets. En fait, il y a une ambiguïté entre on veut parler d'un sujet, mais on ne va pas l'imposer. Et donc du coup, il faut trouver la bonne ficelle à tirer. Mais on y arrive toujours parce que il faut juste être imaginatif et créatif. Et on y arrive. Toujours, on y arrive. Le sujet n'est pas que répulsif, au contraire, ça veut dire que les jeunes ont envie de s'en saisir et que c'est une belle matière. Très bien. Au niveau du théâtre, votre retour d'expérience, à la fois la partie peut-être moins simple, parce qu'il y avait aussi une ambition forte d'amener ce sujet via du théâtre, 2 sujets pas forcément simples. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors effectivement, le théâtre débat est un format qui est très intéressant d'un point de vue pédagogique parce que ça permet effectivement de faire participer, d'avoir une proximité avec un public. Le débat théâtral, c'est aussi un outil où on se rend compte que tous les publics ne vont pas spontanément vers le théâtre pour se divertir. Là, l'idée, c'était quand même de proposer un support qui permette de toucher le grand public sans stigmatiser sur une thématique où on vise à permettre à des personnes d'améliorer leur comportement davantage favorable à leur santé. En utilisant le support débat théâtral, on essayait d'élargir la cible des publics. Et effectivement, quand on travaille avec des structures de proximité qui ont un public, on va dire, assidu, repéré, et qui peuvent, parce qu'elles ont un lien vraiment de quotidien avec ces publics que l'on vise, inviter ces personnes à une soirée débat théâtral, là on rencontre effectivement un public qui se mobilise. Mais quand on propose ce format débat théâtral, comme on pourrait proposer une soirée théâtre, une soirée cinéma, etc., on mobilise pas de la même manière sur un forum, un théâtre forum, parce que le théâtre n'est pas forcément une activité de loisir, vers lesquelles les publics plus en précarité vont plus spontanément, alors sans juger évidemment. Et puis les débats théâtrales, c'est aussi se retrouver dans une situation où assez rapidement, quand on est dans le public, on se rend compte qu'il va falloir peut-être qu'on monte sur scène.
c'est pas non plus un exercice facile, et qui peut aussi être quelque chose, un frein effectivement dans ce type de support. Pour autant, d'un point de vue pédagogique, ça permet aussi d'exprimer des stéréotypes, des représentations, et d'un point de vue ludique, sans jugement. Et donc c'est assez intéressant. Mais d'autres supports peuvent exister et pourraient venir compléter en fait ou remplacer le format débat théâtral. Très bien, merci. Il y a un point sur ces enjeux de contenu qui est ressorti sur pas mal de projets et qui est aujourd'hui un sujet qui monte en puissance, à la fois de manière positive, alors peut-être pas suffisamment, mais vous êtes là aussi pour en parler, mais aussi de manière un peu sensible, qui est la question de l'importance de la diversité culturelle sur les questions d'alimentation. Et effectivement, ça c'est un point aussi qui nous a paru assez clé dans les projets que vous menez aujourd'hui. Là, on souhaitait mettre un peu en évidence le projet, bien entendu, la contenu de la présentation de Relais Popote, où là, vous avez vraiment de la matière extrêmement intéressante. Et il y avait aussi le projet radio avec les jeunes, on a commencé à en parler, mais ça vaut le coup de revenir aussi dessus. Oui, alors c'est vrai qu'on n'avait pas, on n'avait pas fait un enjeu de cette question-là. On l'avait bien en tête. Alors, à la fois, on n'avait pas de toute façon les ressources pour se dire on va modifier les habitudes des personnes en matière alimentaire et puis apporter un regard critique sur ce qui cuisine. Hein. Donc l'idée au départ, c'est de se dire on va se découvrir, on va voir ce qu'on fait, comment on le fait. Alors, il y avait bien l'idée aussi de se dire, dans les apports qu'on fait en termes de compléments, alors comme j'ai dit, on laisse les familles amener ce qu'elles souhaitent cuisiner, mais effectivement, dans les collectes, ça permet d'amener des compléments. Et pareil, sous forme un peu de proposition, en fait, puisque de toute façon, c'est quand même fonction des invendus et on ne sait pas ce qu'il y aura à l'avance. Et puis, c'est remis dans les espaces de cuisine, sans obligation d'utiliser. Alors ça peut être effectivement pour les familles de la découverte, hein, parce qu'il peut y avoir notamment autour de la question des légumes, des découvertes pour des familles qui arrivent de pays où ce ne sont pas les mêmes types de légumes qui sont cuisinés et qui existent. Mais voilà, on s'est laissé, je crois, un peu surprendre par ça. Alors ça produit des effets, voilà, on se rend compte effectivement que les familles utilisent certaines choses qu'elles n'utilisaient pas auparavant. Nous, on constate aussi des choses, on avait parlé, c'était assez marrant là, de la question de l'utilisation de l'huile sur certaines familles originaires des pays de l'Est qui utilisent des quantités d'huile impressionnantes pour nous. Donc voilà, de se dire, bon, même sans être dans le jugement, voilà, utiliser à chaque repas 1 litre ou 2 litres d'huile, c'est peut-être pas le mieux. Donc de se questionner avec les familles là-dessus. Et après, ce qui est important aussi dans la notion de réseau, hein, de fonctionnement en réseau, c'est qu'au sein des structures avec lesquelles on travaille, il y a des ressources aussi souvent, notamment si c'est des centres sociaux, des centres d'animation, il peut y avoir des conseillers en économie sociale et familiale ou même des personnes plus sur vraiment le volet diététique. Donc voilà, c'est compter là-dessus aussi, sur cette rencontre qui se crée au sein des structures qui proposent des espaces de cuisine pour utiliser les ressources. Mais à la fois les ressources des personnes qui viennent et les ressources qui existent sur les lieux où ça se passe. Oui. Et il y avait aussi un exemple très intéressant, je trouve, sur ces enjeux-là, qui était, là on a parlé des produits, de la manière dont on les utilise, mais c'était aussi l'approche de comment manger ensemble. Et il y avait les questions des enjeux de comment on met les gens autour de la table et aujourd'hui, voilà, culturellement, comment vous avez été aussi confronté à des choses qui fait que on se précipite vite sur les contenus de l'assiette et puis au final, avant d'arriver sur le contenu de l'assiette, il y a rentrer dans une salle. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu là sur ces pratiques culturelles ?
Oui, il peut y avoir des habitudes dans la manière de cuisiner, effectivement, de consommer aussi, et de manger ou pas en famille, et au sein de la famille, qui mange les uns avec les autres. Donc oui, ces questions-là, elles se partagent aussi, mais comment dire, c'est l'intérêt de la découverte, hein, des habitudes, et de pas avoir a priori des messages déjà tout faits à faire passer à tout prix, de les avoir en tête, certains qui sont incontournables, mais de se dire aussi, on va les faire passer, mais c'est ce que vous disiez aussi sur la question des jeunes, hein, on va les faire passer de manière à ce qu'ils soient compréhensibles et qu'ils soient effectivement intelligibles dans la culture d'où l'on vient. Oui, effectivement, oui. Très bien. On va passer au retour d'expérience sur la radio et poursuivre un peu ce que vous avez commencé à présenter. Après, moi, ce qui me semble hyper important, à la fois pour les gens dans la salle, mais aussi les gens qui nous suivent sur Internet, on a parlé de Belleville. Et donc, pour les gens qui connaissent, effectivement, il y a un lien très direct avec le multiculturalisme, mais ça vaut peut-être juste le coup de décrire un peu ce quartier et le contexte dans lequel vous êtes intervenu pour les gens qui ne le connaissent pas bien, qui ne sont pas parisiens. Donc pour parler de Belleville, donc c'est un des quartiers les plus peuplés de Paris, il me semble. Pas le plus peuplé, c'est le 18e, mais c'est un des plus peuplés en tout cas, où il y a parmi le plus de QPV, donc c'est quartiers dits politiques de la ville. Donc on peut assimiler à des ZEP ou des quartiers prioritaires en tout cas pour les politiques publiques. Donc c'est un des quartiers où il y en a le plus dans tout Paris. Il n'y en a pas beaucoup dans Paris, mais c'est dans le 19e, 20e. C'est un peu la jonction entre deux arrondissements, le quartier de Belleville. Donc c'est un quartier assez urbain où il y a effectivement énormément de cultures qui se mélangent. Donc il y a la communauté chinoise, il y a des communautés africaines, il y a des communautés indiennes. Il y a vraiment vraiment un beau melting pot dans ce quartier-là. Et donc, nous, on est intervenus dans la maison Belleville, donc qui est un centre social avec une crèche intégrée. Donc, du coup, c'est intéressant parce qu'il y a un peu différents publics qui se mélangent. Là, et nous, on est intervenu auprès d'un groupe de jeunes qui étaient âgés de 10 à 15 ans, je dirais, peut-être même un petit peu plus jeunes. Et là, on avait des Malgaches, on avait des personnes d'origine chinoise, on avait, je pense qu'on avait un Malien qui parlait à peine français parce qu'il venait d'arriver sur le territoire. On avait, je pense, des Algériens, des Marocains, etc. Enfin, on avait vraiment beaucoup je pense même qu'on n'avait pas de personnes. C'est horrible ce que je vais dire, mais je sais pas comment le dire, mais en fait, on n'avait pas de blancs. Voilà, je vais dire ça comme ça. Voilà, c'était vraiment que très culturel. Enfin, une mixité culturelle, et du coup nous on était arrivés en se disant on parlait d'échec, je dirais pas que c'est un échec tout à l'heure, mais on est arrivé en se disant on va parler on va faire de la prévention, on va leur faire enregistrer des spots de prévention, et c'est eux qui vont répéter un peu ce qu'on leur dit en fait. Et en fait, en discutant avec eux, on s'est dit d'une, ça va pas les intéresser. Est-ce que le fait de répéter un message, même s'ils l'auront écrit eux-mêmes, ça va être très efficace? Et finalement, c'est eux qui ont commencé à parler du marché de Belleville, par exemple. Et du coup, de nous faire un peu une cartographie de où on trouvait tels aliments, telles recettes, et quelles recettes on pouvait faire. Et comme dans le petit enregistrement sonore que je vous ai fait écouter, c'est eux qui se sont interviewés les uns les autres. Pourquoi t'aimes ça? Qu'est-ce que tu mets dedans? Quelle est la recette? Il y a quand même un jeune qui dit « Ma mère, c'est une artiste culinaire ». Je trouve ça super joli comme expression. J'avais jamais entendu ça avant. Et c'est un jeune de 12 ans qui nous dit ça. Je trouve ça vachement chouette. Et du coup, on a dû, nous, complètement changer notre façon d'aborder les choses parce qu'on a vu que ça marchait pas. Et après, à côté de ça, on est allé au collège donc des Lilas, je sais plus comment il s'appelle le collège, je crois que c'est le Père Camus, mais je suis plus sûre. Et donc là, c'était des collégiens, donc dans un cadre scolaire avec un prof de SVT, etc. Et qui lui avait déjà en tête un peu des choses à dire. Et là, on a pu leur faire des interviews sur les différentes pratiques alimentaires qui étaient plus là de l'ordre manger bio, manger végétarien, ça ils connaissaient assez bien. Végétarien, ils connaissaient bien. Bio, ils connaissaient bien parce qu'il y a pas mal de marchés bio côté des Lilas. Donc, ils entendent leurs parents qui disent on va au marché bio, etc. Ils ont appris le véganisme. Ça, ils connaissaient un peu moins tout le côté vegan, etc. Et après, le côté sans gluten, différentes sans lactose, etc. Donc, et ça, on s'y attendait pas forcément non plus à parler de ces choses-là. Nous, on partait dans l'optique 5 fruits, 5 légumes. Parce que, je tiens à le répéter, c'est pas notre métier. Nous, on n'a pas de formation de diététicien, on n'a pas rien de ça, quoi.
Non, mais merci beaucoup parce qu'effectivement là, on trouvait le témoignage assez chouette parce que on voit que le multiculturalisme était plutôt un atout et a créé plutôt une dynamique positive autour du projet qu'une réelle difficulté. Oui. Et surtout, ça nous a cassé nous un cliché en tant que formateur. C'est qu'en fait, moi, je m'attendais à quand on vienne à Belleville. En fait, il y a beaucoup de kebab, McDo, machin et tout. Et on pensait que les jeunes allaient nous dire, moi, mon plat préféré, c'est McDo ou kebab. Enfin, souvent, c'est ce qui revient. Bah non, là, c'était des plats qu'on connaissait même pas, avec plein de légumes qu'on connaissait pas. Et en fait, nous-mêmes, ça nous a cassé un énorme cliché qui est de précarité égale malbouffe. Après, ça n'empêche pas qu'ils nous ont dit qu'ils aimaient bien les frites quand même. Hein, mais il y avait autre chose et ça allait beaucoup plus loin. Donc ça, c'était assez surprenant. Très bien. Merci beaucoup. Anne, Avec plaisir. Sur ces sujets, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Sur ces sujets, alors l'intitulé que tu m'avais proposé, c'était comment on transmet les messages. Alors, quand on fait de la recherche, pour ma petite expérience, ce qui est fort agréable, c'est que c'est nous qui venons apprendre en fait auprès des publics. Donc, alors, faut pas être naïf. Il y a des rapports de domination symbolique qu'il faut aussi appréhender, déconstruire. Je parlais tout à l'heure de distance sociale ou de proximité. Comment on crée une forme de proximité, mais qui va être un peu un artefact quelque part. Disons que pour les publics qui sont en grande fragilité, le chercheur en fait doit avoir déjà des garde-fous par rapport à ses objectifs de recherche. Notamment quand on est sur des méthodes qualitatives qui peuvent être très intrusives. Or, je pense que la procédure de contrôle en fait, auquel ces publics sont souvent confrontés a déjà cette dimension en fait, intrusive. Donc le chercheur doit l'appréhender aussi et essayer de déconstruire l'éventuel rapport de domination qu'il pourrait créer, dans la mesure où, en qualité de sociologue, en fait, et pas du coup de diététicien, nutritionniste ou porteur d'un message en termes de recommandations nutritionnelles, on n'a pas besoin de preuves. En fait, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience vécue, c'est ce qu'ils ont à nous apprendre sur leurs contraintes et la façon dont ils les concilient au quotidien. Donc, on a à jouer en quelque sorte sur ces deux registres. Et c'est vrai qu'on a des outils, notamment les guides d'entretien, tout simplement, ou les grilles d'observation, qui permettent en fait d'avoir, je fais un peu de méthodologie, mais c'est un peu ça, une improvisation réglée, c'est-à-dire qu'on a des objectifs précis par rapport à des grandes questions de recherche, mais en même temps, on va se laisser guider par la personne et par ce qu'elle a à nous apprendre en fait et à nous dire sur ces sujets. Alors après, beaucoup de souplesse aussi, c'est-à-dire que en fonction des lieux dans lesquels on va, alors si on fait des entretiens par exemple dans les dispositifs dont je parlais tout à l'heure, mais ça peut être aussi en extérieur, ça peut être chez les personnes, on laisse en fait la personne nous guider là-dessus et nous proposer ce qui est le plus confortable pour elle. Donc c'est beaucoup de souplesse finalement. Donc le chercheur ne va pas imposer d'aller chez la personne si le lieu n'est pas conforme en fait à ce que la personne en fait a envie de nous montrer, nous révéler, etc. Donc on se met aussi des barrières et on s'adapte en particulier, donc que ce soit sur les espaces de rencontre, sur le nombre de personnes qu'on rencontre. Moi, j'ai pas de format en fait préguidé, c'est-à-dire que si les personnes veulent me voir à plusieurs et renforcer un peu le rapport de domination éventuel, et bien voilà, je suis. Alors après, il y a des aspects aussi qui me semblent intéressants, qui ont été interrogés, notamment par Nicolas Duvou, sur la question de la peur que j'ai pas entendu beaucoup et la peur qui est liée en fait à l'absence, en fait, à la distance sociale finalement, et à des situations qui peuvent être très connotées justement, très, très coloriées, très connotées, et qui peuvent du coup biaiser un peu la façon dont on rencontre les gens, dont on communique l'information, etc. Je vous ai pas entendu beaucoup en fait vous exprimer là-dessus, mais parce que je pense que vous avez tous une expérience qui est extrêmement diverse par rapport à la proximité ou la distance sociale en fait avec les publics. Mais effectivement, moi, en qualité de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs plutôt, quand j'accompagne mes étudiants aussi là-dessus, c'est des choses auxquelles je les sensibilise. C'est-à-dire, moi, il y a des rencontres que j'ai refusées. C'est-à-dire, il y a des endroits dans lesquels j'ai pas voulu aller parce que je ressentais une espèce de crainte, en fait, pour mon intégrité physique. Donc, on compose différemment. Et d'autres situations dans lesquelles, je sais pas comment le dire, mais cette question, en fait, de la distance et de la proximité, je trouve que c'est essentiel par rapport à la question qui était la vôtre de comment on transmet aussi les messages, comment on les reçoit, et comment on déconstruit en fait, comment on est réflexif aussi sur tout ça. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça ou non? Par rapport à la question que vous posez, la dernière, sur la peur, moi, je peux en parler du point de vue des familles. C'est vrai que ça a été un biais qu'on a eu à essayer de régler, même si on l'a pas réglé entièrement, d'aller à la rencontre des familles, de réussir à leur expliquer ce qu'on leur proposait, de leur expliquer comment ils pouvaient se rendre sur ces lieux-là, qu'est-ce qu'étaient ces lieux-là. En plus, ce sont des lieux très différents. Et effectivement, oui, c'est la crainte des familles d'aller quelque part où elles ne sont jamais allées, de ne pas savoir ce qu'elles vont vraiment y trouver. C'est vraiment une chose qu'il faut travailler. Tout à fait. Et cette procédure de contrôle, en fait, auquel elles sont confrontées. Enfin, moi, je vois, à plusieurs reprises, il a fallu refuser des entretiens qui m'étaient accordés. Parce que je comprenais bien en fait qu'il y avait une peur, par exemple, d'être écarté de dispositifs qui font qu'on accepte de rencontrer le chercheur. Il y a cette peur aussi, voilà, à la fois du contrôle et cette peur d'être écarté. Oui, ça je crois qu'il faut essayer de gommer le plus possible cet aspect-là d'orientation, d'assignation, hein, en laissant la souplesse, mais on perd beaucoup de gens. Enfin, en tous les cas, nous, je crois qu'on a contacté plus de 300 familles, et en fait, il y en a 100 qui sont venus, donc on en perd un tiers en route pour diverses raisons, et notamment pour ces raisons-là. Hein. Et il faut les laisser très libres en même temps d'y aller. Si on les oblige, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pas pour ça, je pense qu'ils viendraient beaucoup plus. Mais enfin voilà, oui, mais c'est une question importante. Oui. Ouais. Moi, j'ai une petite remarque sur la question de la peur de l'intégrité physique, d'aller dans des territoires. Je pense que quand on va parler de radicalisation, d'homophobie, de sexisme et d'antisémitisme à Sarcelles, Aubervilliers, je pense qu'on a peur de rien après. Juste, en fait, c'est une façon d'y aller. Et effectivement, les personnes, on les oblige pas à venir, et il ne faut pas les obliger. Et juste, il faut réfléchir à comment... En fait, quand les personnes se sentent à l'écoute, je pense qu'elles viennent. Et en fait, il faut leur montrer qu'on vient les écouter et qu'on vient pas leur donner un message. Et en fait, c'est encore une fois toute cette question de subtile d'y aller. Et nous, c'est l'outil radio, c'est ça qui nous permet en fait. Oui, bien sûr. Ce que j'avais en tête, et en ayant lu en fait là, le très bel article en fait, auquel je vous renvoie de Nicolas Duvaux sur sa propre expérience en fait aux États-Unis, c'est après coup en fait de réfléchir aussi à la façon dont on collecte en fait de l'information, et je pense qu'on peut le transposer sur la manière dont on transmet des contenus, etc. Dès lors qu'en fait on ne prend pas au sérieux en fait cette question de la distance en fait ou de la proximité et de la façon dont ça travaille en fait dans l'interaction. Voilà, c'était juste en guise de réflexivité en fait sur la façon dont on travaille, tout simplement. Et on pourra en discuter pendant des heures, mais n'empêche qu'il y a la question de la peur, et quand je vous entends aussi, il y a un sujet qui peut être assez proche, qui est la question de la stigmatisation, c'est-à-dire, nous on avait un peu travaillé ça sur le programme Malin, c'est-à-dire on prend aujourd'hui des dispositifs, voilà, nous moi j'étais ancien responsable de l'aide alimentaire à la Croix-Rouge, et effectivement autour de ces actions-là, il y a des belles valeurs, il y a un effort qui est fait par l'ensemble des réseaux pour améliorer de plus en plus les produits, l'accueil. On va dire qu'il y a des énergies positives, et puis quand on ne fait pas attention, on se dit voilà, ces énergies positives se mettent en place, et pourquoi ça ne marche pas? Sauf qu'effectivement, ce dont on ne se rend pas assez compte, c'est que ces énergies positives, elles ne sont pas forcément perçues par les familles, et qu'au final, aller à la Croix-Rouge, au Secours populaire, pour une famille en difficulté, c'est tout sauf positif. C'est compliqué, c'est stigmatisant, parce que passer la porte, c'est bien sûr, il y a peut-être de l'humanité, de la solidarité, mais c'est aussi avouer une situation compliquée. Et c'est vrai que ces questions de relations et la manière dont on perçoit notre propre dispositif, c'est pas la même vision vis-à-vis des familles, et ça c'est hyper compliqué à appréhender, je trouve. Voilà, écoutez, très bien, on a abordé les deux premiers sujets, et une fois qu'on en est arrivé là avec les familles, on est déjà... Quel beau parcours. Maintenant, il y a la fameuse question de est-ce que tout ça a été utile, et comment
enfin voilà, je disais, il y a forcément la question de l'évaluation et certainement qu'effectivement il y a une montée en puissance de ce sujet et de manière très positive parce que c'est une question effectivement très structurante et là c'est tout le lien aussi avec les chercheurs. Maintenant, on voit que ce n'est pas toujours évident de pouvoir mettre en place ce type de démarche. Et ce qui est aussi important aujourd'hui d'aborder, c'est voilà, la question des perceptions, votre perception et comment vous avez aussi récupéré les perceptions des familles. Donc là, sur ce point-là, il y avait, on va dire, 3 sous-questions. La première, on revenait sur la question du temps, qui était un sujet important. C'est comment vous avez appréhendé la question de l'utilité dans voilà, les spécificités de la prise en charge de ces familles, avec peut-être des prises en charge ponctuelles ou des prises en charge dans la durée, mais si c'est dans la durée, c'est forcément dans un temps limité. Et là, c'était intéressant, je trouve, de vous redonner la parole au niveau du relais Popote pour que vous puissiez partager voilà, votre avis. Oui. Alors sur la question du temps, en fait, nous, c'est pas il n'y a pas de limite dans le temps. Ça reste ouvert. Si les familles souhaitent continuer à fréquenter les espaces de cuisine, même au fur et à mesure que leur situation évolue. Et ça, on constate, puisque maintenant on a un petit peu de recul, on constate un effet positif par rapport à ça, parce qu'il y a des familles effectivement qui utilisent le temps où elles sont dans des situations où elles ne peuvent pas cuisiner, où il y a une certaine obligation. Mais après, il y a des familles qui continuent à fréquenter ces espaces-là au fur et à mesure de l'évolution de leur situation, même quand elles ne sont plus en situation de ne pas pouvoir cuisiner là où elles sont. Donc ça, c'est vraiment un aspect intéressant et qui a de l'intérêt par rapport à cette action, parce que on voit qu'au-delà du seul fait de cuisiner, effectivement, on arrive à créer des liens avec d'autres choses et de l'intérêt pour les familles à fréquenter les lieux où elles vont et à y trouver une satisfaction dans d'autres domaines également. Et puis de transmettre aussi. Ça, c'est une question intéressante aussi, je trouve, la question de la transmission, parce que bien évidemment, il y a des familles qui restent plus longtemps que d'autres. Donc, quand il y a de la place qui se libère pour une famille, il y en a une qui va et qui va rencontrer d'autres familles qui sont depuis plus longtemps. Donc il y a des échanges entre les familles, entre elles, et de la transmission aussi, ou des échanges qui sont intéressants de ce point de vue-là. Très bien. Au niveau de la mutualité, au-delà de la question du temps, c'est comment vous avez appréhendé, vous, cette question de l'évaluation ou de la perception, avec la spécificité du fait que la mutualité n'est pas au contact direct, mais bien en lien avec des acteurs. Ça sera aussi intéressant sur le même modèle de pouvoir avoir le retour de Vif sur ce sujet. Donc effectivement, comme je l'indiquais, on s'appuie sur des acteurs de proximité, sur des structures, des associations qui travaillent avec les publics qu'on a ciblés. Et donc c'est grâce à un travail d'évaluation collectif qu'on va pouvoir collecter effectivement la satisfaction des participants, le retour d'expérience. Ce qui est difficile dans l'évaluation de ce type d'action, c'est toujours aussi d'évaluer l'impact que ça a sur les comportements et sur les connaissances et voilà, au quotidien. Voilà, ce sont des évaluations qui doivent être mises en place parfois avec un temps éloigné des temps voilà, du débat théâtral, des ateliers qui suivent. Et ces évaluations-là ne peuvent être faites que s'il y a une proximité, encore une fois, donc en lien, encore une fois, avec les acteurs avec lesquels, les partenaires avec lesquels on travaille, et on s'appuie là aussi sur les pratiques des uns des autres. Nous, en tant que porteurs de cette action et qu'impulseurs d'une dynamique, on peut accompagner ces acteurs de proximité à intégrer ces questions évaluatives dans leur processus de projet, mais on ne va pas imposer une évaluation. On co-construit, on essaie d'apporter une méthodologie, une coordination, une dynamique, mais sans imposer non plus que ce soit auprès des publics un discours formaté qui ne répondrait pas à leurs questions quotidiennes et à leur réalité, mais également vis-à-vis de ces acteurs de proximité, puisque l'idée, c'est pas les mettre en difficulté non plus, mais de contribuer à une dynamique en ayant une posture, là aussi, de
partenaires également. Très bien, merci beaucoup. Nous, c'est un petit peu la même approche également. À partir du moment où nous, les travailleurs sociaux, sont formés, ils ont accès en fait à une plateforme en ligne qui a été créée en fait par les concepteurs d'OptiCourse. Et en fait, tous les travailleurs sociaux peuvent discuter entre eux via un chat et tous les outils qui sont réaffinés tous les ans et voilà et améliorés. Et ça permet aussi aux travailleurs sociaux de discuter entre eux des choses voilà qui marchent ou moins bien, et de l'approche de certains ateliers avec de création d'autres ateliers en amont pour voilà travailler sur telle ou telle thématique. Et en fait, ce qui met également, enfin le temps nous est également une vraie contrainte, parce qu'on ne va pas imposer une organisation spécifique de séance. C'est vraiment aux travailleurs sociaux de créer un environnement favorable de créer du lien, de mettre en place voilà, des discussions, et pour aborder petit à petit voilà, les sujets du budget, de l'alimentation, mais vraiment en douceur, et donc du coup ça met du temps. Et notamment on a l'un des ateliers, c'est la récolte des tickets de caisse des familles, et l'idée c'est qu'en fait les familles récoltent sur un mois leurs tickets de caisse, et les travailleurs sociaux peuvent après leur faire une analyse via un logiciel qui a été conçu du coup par les équipes d'OptiCourse, pour leur faire un petit peu une cartographie de leurs achats. Et ça, c'est quelque chose qui est encore compliqué, parce que alors récolter les tickets de caisse sur un mois, c'est voilà, assez contraignant pour les familles. Et en fait, voilà, le temps que l'analyse se fasse par les travailleurs sociaux, voilà, ça met du temps. Et donc, voilà, ça se fait progressivement, mais c'est vrai qu'on ne va pas imposer non plus voilà, un timing, une évaluation spécifique. Par contre, au niveau des équipes de OptiCourse, ils sont en train de travailler sur la mise au point d'une évaluation qualitative sur l'évolution du comportement d'achat, et notamment par l'atelier numéro 1 sur la récolte des tickets de caisse. Voilà. Très bien. Avant de vous donner la parole, Anne, ce qui nous semblait aussi intéressant, c'est d'aborder la question des impacts inattendus. Et là, de reprendre un peu le travail que vous avez fait au niveau de Rage, c'est-à-dire on se lance dans une action autour de l'alimentation, et puis finalement, il y a une méthodologie journalistique, et c'est revenir un peu sur l'intérêt que peut avoir cette démarche-là pour les jeunes, y compris sur les sujets d'alimentation. Vous l'avez un peu abordé lors de la présentation, mais je crois que c'est intéressant de réinsister là-dessus. Ouais, donc en fait, toute cette démarche, nous, on a toujours, quel que soit le sujet qu'on aborde, on a toujours un fil rouge qui est le sens critique. En fait, finalement, c'est la question qu'on va aborder, c'est le sens critique. Aborder l'information ou n'importe quoi en se posant des questions. Nous, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal. C'est pour ça que j'insistais bien sur on n'est pas diététicien, on ne voulait pas finalement délivrer un message comme ça, on voulait leur dire aux jeunes, posez-vous les bonnes questions, et en fait, on leur permet d'avoir un mécanisme intellectuel où ils s'arment un peu pour se poser des questions, et enfin, c'est beaucoup plus, on le voit beaucoup plus quand on parle de théorie du complot ou de fake news, où là vraiment on les met face à des théories comme les reptiliens. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie, c'est voilà, comme quoi les hommes de pouvoir dans le monde sont des aliens, et qu'en fait ils sont sous une peau qui est la nôtre, voilà, et que de temps en temps la nuit, puis ils la retirent, et c'est des... Oui, si. Il y en a peut-être dans la salle, donc moi je... Il y en a peut-être dans la salle, donc je vais faire attention, tu sais que je vais me prendre une fléchette empoisonnée. Mais non, c'est une vraie théorie. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, qui a été vendu à des millions d'ouvrages, il y a des vidéos partout sur YouTube, et du coup c'est la discussion un peu qu'on avait, c'est qu'en fait, en faisant cet atelier et en se posant des questions, du coup, quand par exemple des youtubeurs, parce qu'en fait là les jeunes en ce moment, ils sont exclusivement sur YouTube, ils regardent tout et n'importe quoi sur YouTube, et sur YouTube il n'y a aucun contrôle. Et en fait, moi, j'avais fait un parallèle avec, je sais pas si vous avez vu ça, peut-être que vos enfants ou frères, sœurs ou peu importe qui, ou vous-même, hein, c'est sûrement le cas. En fait, il y a des vidéos où il y a des jeunes qui testent des jouets, des enfants qui testent des jouets. Et du coup, c'est d'autres enfants qui vont regarder ces vidéos-là et se dire, ah, c'est génial, etc. Ils vont pas se poser la question qu'en fait, c'est une vidéo promotionnelle. Ou des youtubeurs qui les adorent, qui vont avoir un Starbucks, un McDo, un Coca, un truc, un machin, et ils vont pas se dire que c'est du contenu sponsorisé. Et en fait, notre atelier avec le sens critique, c'est aussi de savoir différencier une information, un documentaire, un reportage, une information qui vient d'un ministère ou d'une institution publique, d'une publicité ou d'un contenu marketing. Et ça, c'est un
c'est un des apports qu'il y a dans chacun de nos ateliers, c'est de vraiment faire la différence entre les médiums qui existent, donc qui publie l'info ou le contenu, est-ce que ça va être une institution publique, un média, une marque, etc., etc., et quel est le message et qu'est-ce que c'est en fait, est-ce que c'est une publicité, une info, un documentaire, une revue scientifique aussi, est-ce que c'est une information vérifiée voilà, scientifique, et même dans les revues scientifiques, il faut toujours se poser des questions aussi de... voilà, il existe pas mal de cas qui sont à la limite des théories du complot, enfin c'est compliqué, mais du coup voilà, il y a cette question vraiment de se poser les questions et on en vient à la limite de la philosophie parfois. Donc ça c'est intéressant. Mais effectivement, c'était intéressant parce que c'était un impact inattendu et clairement, c'est intéressant parce qu'on voit très bien que sur l'alimentation, il y a une démultiplication des contenus. On a parlé de véganisme, de bio, perturbateurs endocriniens et il y a une démultiplication des sources et qu'effectivement, instinctivement, c'était voilà, intéressant de voir que cet apport-là de la démarche journalistique pouvait avoir un impact positif sur la question d'alimentation. Anne, alors j'ai le plaisir de vous poser une question. Je me suis dit, mais comment vous percevez, comment vous évaluez votre démarche d'évaluation? Comment j'évalue ma démarche d'évaluation? Alors attends, il faut que ça rentre dans le... alors, il y a différents niveaux, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a le niveau scientifique, académique, enfin bon, l'évaluation par les pairs, etc. Non, c'est pas de ça dont il s'agit, je pense. Tout à l'heure, tu as parlé de temporalité. Alors effectivement, la recherche souvent fonctionne sur des temporalités un peu longues, voilà, qui nous posent quelques soucis par rapport à certaines commandes et donc au retour qu'on peut faire aussi de nos résultats, sachant qu'on fonctionne aussi voilà, don contre don, et on aime bien pouvoir voir les acteurs qui nous ont accordé du temps et pouvoir leur rendre compte aussi du travail d'analyse en fait qu'on a pu faire de manière peut-être plus plus systématique, plus transversale, etc. Alors pour ma petite expérience, ça a été possible en fait une seule fois dans le cadre d'un dispositif proposé par le CCAS, me permettant donc de venir présenter les résultats anonymés, bien sûr, confidentialisés, de l'ensemble en fait de l'analyse que j'avais pu faire. Ça ne s'est pas refait en fait dans d'autres dispositifs. Donc voilà, il m'est arrivé de communiquer quand même dans différentes instances, mais pas directement auprès des gens que j'avais sondés. Après, par rapport à l'expérience que j'ai des différents terrains, je sais que nos méthodes, en particulier quand on est sur des méthodes qualitatives et pas uniquement par questionnaire, le questionnaire est quand même moins intensif, moins exhaustif, moins qualitatif forcément. Les entretiens en fait, génèrent de la réflexivité de façon évidente, enfin que ce soit auprès de personnes vulnérables, que ce soit auprès de parents que je sonde par ailleurs voilà, dans plein d'enquêtes. Quand on fait un entretien d'1 heure, 1 heure et demie, parfois 3 heures, quand on les répète, etc., ça génère des questions, voilà, de la réflexivité sur ce qu'on fait, sur ses pratiques, etc. Ça, je pense que c'est une manière d'évaluer un petit peu l'impact aussi, finalement, de nos enquêtes. Les gens que j'ai pu rencontrer voilà, ne sont pas des citoyens de seconde zone, ils sont tout à fait informés en fait, des grands débats sur l'alimentation. Et la réflexivité, en fait, elle naît à la fois de l'échange qu'on engage, en leur posant en fait, des questions pour lesquelles ils ont des réponses, et voilà, on prend le temps de les écouter, et probablement en fait, qu'elles continuent après. Donc ça nous amène souvent, nous, à réfléchir aux enjeux un peu socio-éthiques de nos recherches, c'est-à-dire voilà, comment on met des garde-fous aussi, jusqu'où on va. Typiquement, là, voilà, on traîne sur un autre registre, mais de réfléchir à des pistes entre comment dire, population en fait, défavorisée et qualité de l'air extérieur. Ça nous pose plein de questions en fait, avant de se lancer précisément en fait, sur ce sujet, de savoir quels sont les impacts aussi qu'on génère par rapport à nos propres questions sur la réflexivité en fait, voilà, qu'on entraîne. Je n'ai pas complètement répondu à votre question, mais c'est vraiment là-dessus. Et après, j'ai peut-être un autre point qui est peut-être plus, voilà, plus concret, plus immédiat, et qui n'est pas désagréable, c'est quand on est nous-mêmes en fait, instrumentalisés. Et ça m'est arrivé d'être instrumentalisé pour revendiquer des droits, notamment à l'accessibilité en fait, à certaines denrées ou certains produits dans les épiceries sociales et solidaires. Ouais. Donc on joue le jeu, je veux dire, voilà, on n'est pas dupes, ni les uns ni les autres, et on fait remonter ce genre de choses. Voilà. Très bien, c'est très intéressant. Non, la question était juste par pur plaisir pour une fois demander à un chercheur de lui poser la question, est-ce que voilà,
il évalue lui-même ses propres démarches. Mais là, le contenu était très en lien avec ce que les porteurs de projets ont pu partager. Eh ben, merci beaucoup. Je crois que voilà, ces échanges démontrent encore une fois la richesse de ce que vous pouvez entreprendre au quotidien sur ces sujets-là.